Garrett et Beckwith sont partis pour leur expédition d'ascension du mont Hooker, équipés pour parer à toute urgence, sauf qu'ils avaient oublié leur téléphone satellite dans le camion. Lorsque le grimpeur chevronné et sa fille de 19 ans ont manqué leur pointage, ce simple détail oublié a transformé une recherche de routine en le mystère le plus déconcertant du Wyoming. 11 ans plus tard, 2 alpinistes ont découvert par hasard leur camp, suspendu précairement à une falaise. Le contenu terrifiant d'un seul sac de couchage a déclenché une nouvelle enquête désespérée, provoquant une onde de choc dans la communauté en quête de réponse. Le silence s'installa un mardi de fin août 2013. Ce n'était ni soudain ni alarmant, mais un silence rampant qui s'installa dans tous les recoins de la maison familiale des Beckwith, dans le Wyoming. Marianne Beckwith attendait l'appel à 19 heures précises, heure à laquelle son mari Garrett avait insisté avant de partir avec leur fille, de là. Garrett, ingénieur de 45 ans, était un homme de système et d'imprévu, un planificateur méticuleux qui croyait que l'imprévisibilité de la nature pouvait être maîtrisée par la prévoyance. Manquer un point de contrôle ne faisait tout simplement pas partie de son plan. Alors que l'horloge indiquait plus de 7 heures, Marianne tentait de se convaincre que ce n'était rien de grave, peut-être une batterie de téléphone satellite déchargée ou un passage de rochers délicats qui les retardait. Le mont Hooker n'était pas une randonnée facile, c'était une formidable forteresse de granit et de glace au cœur de la chaîne de Wind River, où les horaires se plient souvent aux caprices de la montagne. Elle s'occupait, le café qu'elle avait préparé refroidissant sur le comptoir. La maison lui parut soudain trop grande, le bourdonnement familier du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge accentuant l'absence de l'appel attendu. Mercredi matin, le silence s'était durci. Marianne marchait nerveusement de long en large, son téléphone à la main, actualisant sans cesse un écran vide. Elle relut le dernier message de Della, envoyé 4 jours plus tôt depuis le point de départ du sentier aussi vivant, si parfaitement inconscient, je commence l'approche, à dans quelques jours. Je t'aime. Autrefois réconfortant, ce message la hantait désormais comme un fantôme. Le partenaire d'escalade de Garrett, Alistair Finch, le considérait comme le grimpeur le plus prudent qu'il connaissait, ou quelqu'un qui vérifiait chaque nœud 3 fois et se préparait à tous les scénarios. Qu'il soit en retard de 2 jours sans nouvelles était plus que inhabituel, c'était une violation de son propre code de conduite. L'anxiété rongeait Marianne jusqu'à se transformer en une certitude froide et inflexible. Quelque chose avait terriblement mal tourné. Ce mercredi après-midi-là, les mains tremblantes, elle appela le bureau du shérif du comté de Fremont. Une voix calme et professionnelle lui répondit, tandis que Marianne restait tendue, essayant d'expliquer la gravité de la situation sans s'effondrer. Elle décrivit l'itinéraire prévu par Garrett et Della, souligna la grande expérience de Garrett et son dévouement à la sécurité, et répéta le dernier message de Della, la voix nouée. Pour la répartitrice, de tels appels étaient fréquents dans cette région sauvage et accidentée, mais la conjonction du mont Hooker et de 2 jours de silence d'un alpiniste chevronné mit le feu aux poudres. Il ne s'agissait pas d'un touriste perdu lors d'une simple randonnée. Il s'agissait d'une crise à haut risque dans l'un des environnements les plus hostiles du Wyoming. L'affaire a immédiatement été déclarée prioritaire. Dans l'heure qui a suivi, un adjoint a été dépêché pour prendre la première mesure cruciale, atteindre le point de départ du sentier isolé et confirmer la présence du véhicule des Beckwith. L'adjoint Miles Corbin descendait la longue route poussiéreuse et ondulée qui menait aux montagnes, laissant derrière lui la civilisation à chaque kilomètre chaotique. Le ciel bleu immaculé de Lander laissait place à des sommets imposants, les dents acérées de la chaîne de Wind River se profilant au loin. C'était plus qu'un désert vide, cela semblait ancien et indifférent. Corbin avait déjà répondu à ce genre d'appel, mais quelque chose dans cette affaire le pesait lourdement, un pressentiment s'installant dans ses entrailles. La voix de Marianne au téléphone était étrangement maîtrisée, un masque plus inquiétant que la panique. Elle avait décrit Garrett comme un homme qui ne pouvait tout simplement pas se perdre, impossible selon ses propres calculs. En arrivant au parking du départ du sentier, creusé dans une forêt clairsemée de pins et de trembles, Corbin aperçut un Ford F-150 vert foncé, couvert de poussière et de pollen. Il correspondait parfaitement à la description. Le camion semblait abandonné, la poussière et les feuilles jaunes des trembles s'accumulant à la jonction du pare-brise et du capot. Il était exactement comme on l'imagine pour quelqu'un qui s'était aventuré dans la nature et n'en était jamais revenu. Il a vérifié la plaque d'immatriculation, Garrett Beckwith. L'inspection de Corbin ne révéla aucun signe de lutte ou de panique. La cabine était propre et spartiate, des cartes et un guide de la chaîne de montagne Wind River bien usé reposant sur le siège passager. Pas de verre brisé, pas de notes frénétiques, juste une normalité déconcertante. La porte s'est déverrouillée facilement,
ce qui est typique dans ces endroits reculés où les propriétaires préfèrent ne pas risquer de briser les fenêtres à cause d'objets non sécurisés. À l'intérieur, Corbin perçut une légère odeur de café rassis mêlée à un désodorisant au pain. Il chercha un mot ou un indice, ouvrant la boîte à gants. Là, nichés entre l'immatriculation et le manuel, se trouvaient 2 élégants téléphones satellites noirs. Une vague de froid s'abattit sur Corbin et il réalisa que ces appareils vitaux n'avaient pas été oubliés à cause d'une panne, ils avaient été délibérément laissés derrière. Pour un homme obsédé par la sécurité, qui a planifié chaque détail de cette ascension périlleuse avec sa fille, laisser les téléphones derrière lui était impensable. Ce n'était pas un simple oubli. C'était une contradiction catastrophique qui remettait en question tout ce que Marianne leur avait dit. Corbin alluma calmement sa radio et signala la découverte au répartiteur. Malgré le ton neutre, le choc persistait. Cette révélation a déplacé l'axe de l'enquête. Un simple accident ou une chute ne pouvait plus expliquer la disparition. Autre chose était en jeu. Le mystère n'a pas commencé sur les pentes mortelles du mont Hooker, mais dans la cabine silencieuse et poussiéreuse de ce camion. En quelques heures, le point de départ du sentier s'est transformé en un centre de commandement animé. Les équipes de recherche et de sauvetage ont afflué, suivies de bénévoles et de matériel. Des cartes éparpillées sur les capots des camions détaillaient la vaste topographie du mont Hooker, réduite à une grille vertigineuse de courbes de niveau. Le commandant de recherche, épuisé par des décennies de missions en haute altitude, a tracé des itinéraires probables avec un marqueur stable. Malgré le professionnalisme et l'urgence de la situation, un pessimisme généralisé s'est installé au sein de l'équipe. Chacun connaissait les probabilités. La chaîne de montagnes de Wind River était un endroit capable d'engloutir des gens tout entiers, sans laisser de traces derrière lui, pas même un lacet de chaussures. Cet après-midi-là, un hélicoptère de recherche a décollé, ses rotors battant à un rythme régulier dans le vaste silence de la montagne. Vu d'en haut, l'ampleur du défi était à couper le souffle. Le mont Hooker n'était pas un seul sommet, mais un vaste massif de parois de granit, de couloirs abrupts et de cirques ombragés s'étendant sur des kilomètres. L'hélicoptère ressemblait à un minuscule insecte face à ses façades de pierre colossales. Les observateurs ont scruté l'étendue infinie de gris et de blanc, à la recherche d'un éclair de couleur, une veste, une tente, un signe de vie. Mais ils n'ont rien trouvé. Le deuxième jour, les recherches s'intensifièrent, mais la montagne resta sans réponse. Les équipes au sol, composées de membres de la SAR en excellentes conditions physiques, avancèrent péniblement sur des sentiers balisés, appelant Garrett et Dela par leur voix dans les vastes canyons déserts. Mais leurs cris furent étouffés par le silence pesant de la nature sauvage. Malgré leurs efforts, rien ne refit surface. Puis le temps a radicalement changé. Le ciel bleu, autrefois lumineux et vif, du début de l'automne s'assombrit de façon inquiétante. La température s'effondra et des vents violents soufflèrent des sommets. Ce qui avait commencé comme une pluie froide se transforma bientôt en grésil, puis en neige abondante. Cette tempête inattendue frappa l'équipe de recherche avec un coup dévastateur. L'hélicoptère fut immobilisé au sol pour une durée indéterminée. Les rochers glissants et dangereux se sont transformés en pièges mortels, obligeant le commandant de la SAR à prendre la décision douloureuse de retirer les équipes. Les recherches officielles ont été interrompues. Pourtant, alors que l'opération formelle stagnait, un effort informel prenait discrètement forme. Alistair Finch, partenaire d'escalade de longue date de Garrett, arriva au poste de commandement. C'était un homme mince d'une quarantaine d'années, dont le regard reflétait une vie passée dans des environnements difficiles et exigeants. Écoutant attentivement le rapport du commandant SAR, le regard fixé sur la carte, il comprit que les méthodes de recherche conventionnelles pourraient s'avérer inefficaces. Garrett était un maître du roc, connu pour rechercher des itinéraires cachés et difficiles qu'aucun guide ne répertorierait. Alistair a passé plusieurs appels. En une journée, une petite équipe d'élite d'alpinistes locaux s'est constituée. Non pas des membres certifiés SAR, mais de véritables experts de ces terrains particulièrement accidentés. Ils sont arrivés équipés de leurs propres cordes et de leur propre matériel, apportant une connaissance instinctive de la montagne bien au-delà des indications cartographiques. Là où les équipes officielles ont poursuivi le probable, l'équipe d'Alistair a poursuivi l'improbable. Ils étudièrent les carnets d'escalade de Garrett, apportés par Marianne, à la recherche d'indices et d'ambition. Leur attention se porta sur les voies inexplorées, les faces les plus abruptes et les parois isolées, jugées improbables par les recherches officielles. Pendant des jours, ils luttèrent contre le froid glacial, l'espoir s'amenuisant à chaque rebord vide et chaque falaise silencieuse. Pourtant, eux non plus ne trouvèrent rien. Aucune trace,
pas de mousqueton, pas de fragments de corde, pas d'empreinte. Après 10 longs jours, la triste annonce est arrivée. Aucune nouvelle piste, aucun signe de Garrett ou de Dela, et l'hiver se rapproche. Les recherches à grande échelle ont été suspendues et réduites à un statut limité et réactif. Le poste de commandement a été démantelé. Les camions partirent, laissant le parking du départ du sentier à nouveau vide. L'équipe d'Alistair, épuisée et vaincue, rangea ses affaires dans un silence solennel. La montagne avait crié victoire. L'opération de sauvetage frénétique s'est transformée en un silence glacial, celui d'une affaire de disparition de longue date. La nature sauvage a retrouvé son silence, ne laissant que l'image obsédante et inexplicable de 2 téléphones satellites entièrement chargés reposant dans la boîte à gants poussiéreuse d'un camion vert. Les années qui ont suivi la fin des recherches se sont étirées non pas doucement mais péniblement, érodant l'espoir et durcissant le chagrin. Pour Marianne Beckwith, le temps est devenu un cercle plat et répétitif. Chaque jour reflétait le précédent, ancré par une absence insupportable. La maison de Lander, autrefois animée par l'esprit vibrant de Dela et la présence constante de Garrett, s'est transformée en un sanctuaire calme et soigneusement préservé dédié à une vie brusquement figée dans le temps. La chambre de Dela est restée intacte, ses posters toujours sur les murs, une pile soignée de livres attendant sur sa table de chevet. L'atelier de Garrett était silencieux dans le garage, témoignage de son esprit précis, les outils étaient en place, un projet à moitié terminé toujours fermement serré. Déranger quoi que ce soit équivalait à admettre qu'ils étaient partis pour toujours, une concession que Marianne n'était pas prête à faire. Dans la communauté, l'histoire des Beckwith est progressivement passée du statut de tragédie brute à celui de légende locale. C'est devenu un récit édifiant murmuré au début des sentiers et dans les magasins d'escalade. Les nouveaux arrivants dans la chaîne de montagnes Wind River ont entendu parler du père expert et de la fille talentueuse qui ont disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que leurs camions et 2 téléphones satellites parfaitement fonctionnels. Cette histoire est devenue un rappel brutal du pouvoir inflexible de la nature sauvage, de sa capacité à anéantir même les mieux préparés. Le flot initial de plats mijotés et de condoléances s'est ralenti jusqu'à devenir un filet, puis s'est estompé dans un silence respectueux de la part des voisins qui ne trouvaient plus de mots. Marianne était piégée dans un chagrin suspendu, coincée dans des limbes sans fin ni clôture. L'épais dossier de l'affaire, grille de recherche, entretien, rapport technique, a été déplacé d'un tiroir actif vers le classeur des affaires non résolues du bureau du shérif du comté de Fremont. Il était là, témoignage d'un mystère que personne ne pouvait percer. Puis, 3 ans plus tard, à l'été 2016, une lueur d'espoir a brisé le silence. Un randonneur, s'aventurant hors des sentiers battus pour pêcher dans un ruisseau alpin isolé au sud-est du mont Hooker, a repéré un éclat sous l'eau cristalline. En y mettant la main, il en sortit un petit morceau hexagonal d'aluminium, un écrou d'escalade coincé dans une roche submergée. Bien qu'usé par les intempéries, il restait solide, un équipement de protection haut de gamme. Homme de plein air expérimenté, il en a reconnu l'importance et a soigneusement noté l'emplacement avant de l'apporter au bureau du shérif. Cette découverte a brièvement relancé l'enquête. Les informations locales ont diffusé un court reportage montrant le passionné d'escalade et revenant sur les détails de la disparition. Pendant quelques jours, on se serait cru en 2013. Le téléphone de Marianne sonnait sans cesse, les journalistes réclamant des réponses. Un détective de l'unité des affaires non résolues a été chargé d'effectuer un suivi. Il a comparé la marque de l'écrou, un fabricant européen spécialisé, avec l'inventaire d'équipements privilégiés par Garrett, recueilli à partir des reçus et des souvenirs d'Alistair Finch. C'était un match. La marque préférée de Garrett. Mais l'espoir restait fragile. L'enquête du détective a révélé l'ambiguïté de l'indice. Bien que Garrett ait favorisé la marque, de nombreux grimpeurs sérieux l'ont utilisé. Aucun numéro de série ni marquage unique ne le liait définitivement à Garrett. Son emplacement était troublant, à des kilomètres de toute ascension ou descente logique sur le mont Hooker. La noix aurait pu flotter en aval pendant des années ou être lâchée par un autre grimpeur. Après une semaine d'analyse et une recherche ciblée mais infructueuse, le détective a conclu qu'il s'agissait d'une impasse. L'indice était trop commun, son origine trop incertaine. La brève étincelle d'espoir pour Marianne s'est éteinte, approfondissant l'ombre qui a suivi. 2 années supplémentaires s'écoulèrent et l'affaire retomba dans l'oubli jusqu'à ce qu'elle ressuscite dans l'endroit le plus improbable. Un forum d'escalade de niche basé sur du texte, une relique des premiers jours d'Internet fréquenté par un petit cercle de grimpeurs dévoués. Dans un fil de discussion de 2013, longtemps inactif, intitulé « Beckwith Disappearance Meet Hooker »,
un utilisateur anonyme a publié une nouvelle théorie. Ils ont remarqué que Garrett avait contracté un modeste prêt commercial environ un an avant de disparaître. Spéculant sans preuve, ils ont suggéré que l'entreprise de Garrett était peut-être en faillite et, face à la ruine, il a mis en scène sa disparition pour échapper à ses dettes, peut-être même au détriment de sa fille. Bien que sans fondement, la rumeur s'est répandue discrètement dans la petite communauté en ligne. Finalement, un blogueur local du Wyoming l'a repris et a publié un article sensationnaliste. La rumeur, née dans les recoins obscurs d'Internet, est devenue un récit public qui entache la mémoire d'un homme qui n'a pas pu se défendre. Pour Marianne, c'était une violation profonde. L'idée que Garrett aurait pu être à l'origine de leur destin ou avoir fait du mal à Della était une cruauté qu'elle pouvait à peine supporter. Le caractère public de la rumeur a forcé l'unité des affaires non résolues à agir. Une fois de plus, un détective a été chargé de réexaminer le dossier Beckwith. Il a passé une semaine à examiner méticuleusement la vie de Garrett, une tâche profondément intrusive dans le monde privé d'un homme décédé. Il a assigné à comparaître les relevés bancaires, les rapports de solvabilité et les documents de prêt du petit cabinet d'ingénierie que Garrett avait fondé, révélant une situation financière qui n'était pas désespérée. L'entreprise était solvable, voire extrêmement rentable, et tous ses prêts étaient à jour. Garrett détenait une assurance vie solide, sans extravagance, et Marianne en était l'unique bénéficiaire. Il n'y avait pas de retrait important d'espèces, pas de biens liquidés, ni de signe d'un homme prévoyant de fuir. Après un examen approfondi, l'enquêteur a rédigé un dernier addendum au dossier, le mobile financier de la disparition volontaire était infondé. La rumeur a été officiellement démentie, mais le mal était fait. Une autre piste d'enquête avait été explorée, mais s'était révélée stérile. L'affaire Beckwith était désormais plus froide que jamais, devenant un dossier de négation, défini par ce qu'il n'était pas. Aucune preuve d'acte criminel, aucun signe de disparition mise en scène, aucune preuve d'un simple accident. L'enquête était officiellement inactive, un fantôme dans les archives du bureau du shérif. La vaste étendue silencieuse de la chaîne de montagnes Wind River gardait ses secrets, le mystère ancré dans un fait exaspérant et inexplicable, deux alpinistes avaient affronté une montagne mortelle, laissant leur seul espoir de sauvetage entièrement chargé dans la boîte à gants de leur camion. 11 ans, c'est long, assez long pour que le granit soit érodé par le vent et la glace, que les souvenirs s'adoucissent et s'estompent, et que les affaires non résolues soient ensevelies sous le poids de 1000 nouvelles. À la fin de l'été 2024, le mont Hooker demeurait impassible et monumental, ses secrets fermement enfouis dans son cœur de pierre. L'histoire des Beckwith s'était estompée dans le bruit de fond des traditions du Wyoming, mais la montagne n'en avait pas fini avec leur histoire. Chloé Vance et Ben Carter étaient une génération différente de Garrett Beckwith, une nouvelle génération armée d'équipements ultra-légers, de données météorologiques avancées sur leur téléphone et d'une soif de repousser les limites du possible. Ils ne cherchaient pas des voix classiques, c'étaient des artistes, et leur médium était la roche vierge. Leur objectif était d'établir une nouvelle ligne, un mur abrupt et intimidant sur une face moins fréquentée du mont Hooker, connu pour sa difficulté technique et son manque de caractéristiques évidentes. Ce projet n'offrait aucune renommée en dehors de leur petite communauté dévouée, seulement la pure satisfaction de tracer une nouvelle ligne sur la carte. Pendant 2 jours, ils avaient été immergés dans le monde vertical, leur vie réduite à un rythme de mouvement et d'immobilité, le métal raclant la roche, le souffle raclant l'air raréfié, les cordes silencieuses tirant communiquant, 2 vies s'appuyant l'une sur l'autre. L'ascension fut plus difficile que prévu et, en fin d'après-midi du 3e jour, alors que le soleil descendait vers l'horizon ouest, ils étaient épuisés et cherchaient un endroit pour installer leur portaledge pour la nuit. Ben le vit en premier, il menait le terrain, plaqué contre le granit froid, cherchant une prise. Il marqua une pause, les yeux plissés. À 50 pieds à sa gauche, légèrement au-dessus, se trouvait un éclat de métal, un support de boulon rouillé percé dans la roche, reconnaissable entre mille et vieux. Il appela Chloé, la voix étouffée par le vent, il avait trouvé un éclair. Chloé scruta le mur d'en bas, perplexe. La paroi était censée être un territoire vierge, sans trace de tentative précédente. Ben continua de grimper, et quelques minutes plus tard, il fit d'autres découvertes, des pitons formant une ligne nette, une traversée vers une alcôve ombragée, une légère empreinte dans le mur. Ce n'était pas une ascension logique, mais cela ressemblait à une voie d'évacuation, un endroit pour s'abriter d'une tempête. La curiosité l'emporta sur l'épuisement. Un emplacement pour portaledge déjà équipé d'encre était un cadeau, leur épargnant des heures de forage, alors ils décidèrent d'enquêter. La traversée était délicate et exposée, exigeant une concentration totale. Le mystère s'épaississait à chaque mouvement.
Les boulons étaient anciens, les cintres en acier rouillaient d'un orange foncé et furieux, les sangles en nylon étaient blanchies et effilochées par l'exposition au UV. Celui qui les a placés l'avait fait il y a longtemps. Près de l'alcôve, le portail apparut, non pas un rebord naturel, mais un réseau complexe de sangles vieillissantes ancrées à la roche, suspendues comme un navire fantôme abandonné. Son tissu gris, délavé et taché, flottait doucement au vent. Chloé fut prise d'un profond malaise. Ce n'était pas seulement un vieux camp, on aurait dit un sanctuaire, figé dans le temps. Ben se prépara le premier, Chloé le suivit, les yeux rivés sur la plateforme silencieuse. Accrochés à ses côtés, ils se fixèrent, le vent étant le seul bruit. Le portaledge était une capsule temporelle, un sac sec bleu cassant et fissuré blotti contre le rocher, à côté, une corde d'escalade parfaitement enroulée mais décolorée, et un sac de couchage rouge poussiéreux et profond zippé presque jusqu'en haut. La scène était étrangement ordonnée, délibérée au loin de l'abandon précipité attendu en cas d'urgence. Les personnes s'échappant d'une ascension enroulent rarement leur corde avec autant de précision. Une question tacite restait en suspens, où étaient les propriétaires? Chloé se sentit obligée de comprendre. Elle détacha son harnais, testa son poids et s'assit sur le bord du portaledge. Le tissu grinça, mais le cadre résista. L'air y était calme et lourd, protégé du vent. Elle tendit la main vers le sac étanche, ses doigts effleurant le plastique cassant, il était léger, presque vide. Son regard se porta sur le sac de couchage, saupoudré de granit et envahi par une mauvaise herbe tenace. C'était la pièce maîtresse, le mystère pressant. Elle vit une bosse au sommet ou peut-être un oreiller et hésita, la peur lui parcourant l'échine. Ben regardait avec tension. Chloé prit une grande inspiration et actionna la fermeture éclair rigide et rouillée. Le grincement résonna dans le silence de la montagne. La fermeture éclair a bougé d'un pouce, puis plus. Le tissu s'est ouvert pour révéler d'abord les vêtements, une veste polaire enroulée, ce qui explique la bosse. Puis en dessous, une forme pâle, lisse et incurvée que son esprit avait du mal à saisir. Cela ressemblait à du bois sculpté blanchi. La fermeture éclair céda encore plus et l'objet roula légèrement sur le côté. Deux orbites sombres et vides regardaient vers le ciel. Un halètement étouffé s'échappa des lèvres de Chloé. Elle recula précipitamment, le cœur battant la chamade. C'était un crâne. Elle regardait un crâne humain posé sur un oreiller de vêtements, à l'intérieur d'un sac de couchage, sur un rebord oublié à des milliers de mètres de hauteur. Ben, voyant son choc, baissa les yeux, le visage pâlissant. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, ses mots emportés par le vent. Ils regardèrent dans un silence horrifié tandis que la réalité s'abattait sur eux. Ce n'était pas un camp, c'était un tombeau, une tombe verticale suspendue dans le ciel pendant des années. À l'intérieur de ce sac rouge délavé se trouvait un squelette humain complet. À des kilomètres de la civilisation, accroché à une paroi rocheuse à côté des restes d'un alpiniste disparu depuis longtemps. La vaste étendue sauvage, autrefois leur terrain de jeu, leur semblait désormais comme un prédateur, vaste et menaçant. Le choc a cédé la place à une détermination froide et lucide alors que l'entraînement commençait. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rien toucher. Il s'agissait d'une scène de crime, ou du moins d'une scène de mort nécessitant une enquête. Les mains de Chloé tremblaient tandis qu'elle photographiait méthodiquement chaque angle, le portaledge, l'équipement, le sac de couchage et le contexte de la falaise. L'écran lumineux du téléphone brillait de manière profane dans ce lieu ancien et solennel. Ben a vérifié son appareil, a capturé les coordonnées GPS et une capture d'écran. Pas de réseau. Ils étaient complètement seuls face à leur sinistre découverte. Le soleil touchait l'horizon, peignant le ciel en orange et violet. Sa beauté était une cruelle plaisanterie. Ils ont dû descendre, mais même passer la nuit à proximité était insupportable. Ils décidèrent d'entamer la longue et technique descente dans la lumière déclinante. La descente fut tendue et silencieuse, chaque rappel et chaque vérification d'ancrage étant effectuée avec une concentration mécanique et sombre. Leur bavardage habituel et naturel avait disparu, remplacé par un silence pesant, empli de l'image obsédante de deux orbites vides, fixées au-dessus du sac de couchage. La montagne, autrefois lieu de joie et de défi, semblait désormais hantée, comme si elle portait le poids d'un terrible secret. Ils n'étaient plus de simples alpinistes, ils étaient devenus des messagers, porteurs de cette terrible vérité hors de la nature sauvage. Après une nuit blanche passée à bivouaquer sur une corniche inférieure et à endurer une descente finale exténuante, 24 heures plus tard, ils sortirent enfin de la forêt et atteignirent le vaste parquet.